Bienvenue à tous pour l'ouverture de cette matinée dans le cycle prévision, planification et aide à la décision. Donc on aura 3 conférences ce matin et on commence fort avec un témoignage d'EDMRP dont je ne vais pas vous livrer les clés mais je vais vous en livrer le titre. Technicentre SNCF et DDMRP pour une meilleure disponibilité des pièces de rechange des trains. On est a priori tous concernés, en tout cas en tant qu'usagers de la SNCF. Donc cette présentation qui associera Servan Morin-Badier, qui est Supply Chain Programme Manager au sein de la direction matérielle de la SNCF, et Laurent Vigourou, EVP Brand Ambassador de B2Wise. Je vous laisse la piste pour 45 minutes d'intervention. Merci Maxime. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Alors Servan, ça fait 14 ans que tu es à la SNCF, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça fait même un petit peu plus en fait, mais il ne faut pas compter. Donc je travaille effectivement à la SNCF. Alors à la SNCF c'est grand. Le groupe SNCF c'est 5 sociétés anonymes, donc 5 SA. Et moi je travaille au sein de la SA Voyageurs. Et la SA Voyageurs c'est la SA du groupe qui est chargée du transport des voyageurs en France et en Europe. Donc cette SA, elle comprend tous nos clients, des marques que vous connaissez, TGV, TER, Transilien, etc. Et puis elle comprend aussi un dispositif de maintenance pour ces trains. On fait rouler 17 000 trains par jour. Et pour faire la maintenance de ces trains, on a à peu près 150 000 références qu'on livre dans l'ensemble de nos technicentres. Et on se fournit chez un peu plus de 1000 fournisseurs. Voilà pour le tableau. C'est quand même une supply chain massive dont l'objectif quand même est de ne pas arrêter les trains, hein, c'est bien ça. Alors notre quotidien, effectivement, c'est de livrer les pièces à l'heure dans nos établissements pour que la maintenance puisse être effectuée en temps et en heure, que les trains soient mis à disposition des voyageurs pour qu'ils roulent en toute sécurité et qu'on évite les incidents en ligne et les retards. Voilà. Ouais, juste pour compléter, du coup, effectivement, perturbation voyageur, hein, je pense que voilà, vous l'avez tous, on l'a tous connu. Notre rôle, c'est d'éviter ça et c'est surtout d'éviter même les trains supprimés. Puisque quand on immobilise un matériel pour de la maintenance qui n'a pas été réalisée, ça coûte très cher à l'entreprise. Donc on doit avoir une supply chain robuste pour éviter ce genre de situation. Très cher, juste un ordre de grandeur pour comprendre l'impact. Alors un ordre de grandeur, un TER immobilisé, c'est à peu près 15 000 € par jour. Un TGV immobilisé, c'est 50 000 € par jour. Voilà, pour vous donner une idée, avec 17 000 trains qui roulent par jour, ça peut chiffrer très vite. Donc vous avez un mot spécifique hein, pour parler d'éviter l'immob. C'est quoi l'immob? Alors l'immobilisation, c'est le cœur de notre système, c'est ce qu'on doit éviter à tout prix. Évidemment, on suit notre taux de service, notre stock comme toute bonne supply chain. Mais ce qui compte chez nous, c'est d'éviter d'immobiliser un train, puisque ça coûte cher et c'est des perturbations pour l'ensemble des voyageurs. Donc c'est un indicateur qu'on suit tous les jours, au quotidien, jusqu'au directeur du matériel. Tous les matins, on fait l'état des trains qui sont immobilisés, et notamment des trains immobilisés pour attente de pièces. Donc cette supply chain, elle fonctionne comment dans toute la France? Le dispositif qu'on a en place pour assurer la maintenance des trains, c'est d'abord 25 technicentres de maintenance. Alors un technicentre de maintenance, c'est comme un gros garage. Les trains y rentrent pour la maintenance courante, donc c'est une maintenance relativement légère, c'est quelques heures, voire quelques jours, mais pas plus. Et puis ensuite, on a la maintenance un petit peu plus lourde, où là, on va être sur des grosses opérations industrielles, hein, c'est vraiment des usines, où on va faire parfois plusieurs mois d'intervention sur les trains pour les rénover complètement et leur redonner un potentiel de circulation pendant plusieurs dizaines d'années. Ces technicentres industriels qui ont cette activité ont aussi une deuxième casquette. Ils réparent nos propres pièces de rechange. Voilà. Et puis au milieu de tout ça, on a un centre de logistique qui est situé à Dijon, qui est finalement le centre des opérations de la supply chain
Et puis un stock centralisé qui est situé à Moissy-Cramayel, donc une grosse plateforme de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés pour distribuer l'ensemble de nos pièces de rechange à nos technicentres. Donc les flux de réparation s'organisent comment dans tous ces technicentres, ces centres de logistique intégrés, ces fournisseurs? Alors le technicentre de maintenance va faire rentrer le train, réaliser son opération, déposer les pièces de rechange qui sont usagées, les renvoyer via la plateforme au technicentre industriel qui est en charge de la réparation de cette pièce. Et ensuite, une fois que la pièce est réparée, elle repart dans le circuit, elle est stockée sur la plateforme et elle peut être appelée par n'importe quel technicentre qui en aura besoin pour effectuer la maintenance. Alors vous l'avez compris, hein, on est dans le monde de la maintenance. Le monde de la maintenance a ses contraintes spécifiques. Quelles sont-elles, ces contraintes, à la SNCF ? Alors, à la SNCF ou dans toute autre entreprise, effectivement, qui fait de la pièce de rechange et de la maintenance, notre plus grosse problématique, c'est la variabilité et la prévisibilité. En fait, quand on fait de la maintenance, on a deux types de maintenance chez nous. La maintenance préventive, donc je dirais que c'est ce qui est le plus facile. On a des opérations à réaliser en fonction du nombre de kilomètres, en fonction du nombre d'heures de fonctionnement d'un train. Donc ça, on peut le planifier. On a des opérations avec des gammes, des nomenclatures. Voilà, c'est assez prévisible. Et puis, on a la maintenance corrective. Et là, le sujet est un petit peu plus complexe. Parce que du coup, voilà, un train il tombe en panne ou il a une défaillance, alors qui n'est pas toujours visible du client, mais quoi qu'il en soit, il faut le réparer. Et on ne sait pas toujours ce qu'on va avoir à faire sur ce train ou à remplacer en termes de pièces de rechange. Et vous vous doutez bien qu'on ne peut pas stocker les 150 000 références dans tous nos technicentres, sinon ça devient assez catastrophique. Donc le but, c'est d'essayer de prévoir ça. Et malgré tous nos efforts, on n'a pas réussi à avoir des prévisions en termes de maintenance corrective qui soient suffisamment fiables et robustes pour pouvoir, nous, derrière, nous organiser en termes d'approvisionnement et de réparation de pièces. Oui, dans ton parcours professionnel, tu as creusé ces sujets-là. Hein. Oui, j'ai travaillé sur les prévisions. On a fait un projet de plusieurs mois pour essayer de monter la qualité des prévisions et mettre en place tous les processus classiques de travail sur les prévisions, faire de la saisonnalité, de la stat, essayer de faire de la prévision au plus près du client. Et malgré tout ça, on arrive à une fiabilité qui n'est pas suffisante pour derrière assurer un approvisionnement qui soit à hauteur de nos exigences. D'accord, donc tous ces efforts-là et ces difficultés pour encaisser les prévisions qui ne sont pas toujours justes, ont quoi comme impact ensuite vu du client? Alors, notre donnée d'entrée prévision, si elle est fausse, et elle l'est de manière assez importante, en fait, on va propager l'erreur de prévision dans tout notre système, y compris auprès de nos fournisseurs. En fait, on va vraiment commander les mauvaises quantités, et aussi auprès de nos réparateurs internes, nos technicentres industriels, puisqu'en fait, on se positionne comme un client, nous, vis-à-vis des technicentres industriels, et on leur passe des commandes de réparation. Et ces commandes de réparation, quand elles sont basées sur des prévisions fausses, en fait, on passe notre temps à leur demander de s'engager sur des quantités qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Donc c'est de la désorganisation, c'est de la replanification constante. Et au moment où on s'engage, en fait, on sait que le plan est déjà caduc. Voilà. Donc, tout va bien Tout va bien. Alors ça, c'est le mode de fonctionnement avant. Et Ouais. quand tu es arrivé dans cette business unit donc matérielle, ton chef t'a dit quelque chose? Poliment, il m'a dit qu'il va falloir régler le problème de la variabilité
la demande. Ouais, mais il t'a pas dit ça comme ça. Il m'a pas dit ça comme ça, mais mais ça je c'est l'ai la version publique. Ok. Effectivement, il m'a dit qu'il fallait qu'on règle ce sujet qui devient de plus en plus prégnant en plus, parce qu'au-delà de toute notre problématique de maintenance, on a aussi un contexte qui évolue et qui fait que la variabilité prend de plus en plus d'importance dans notre environnement aussi de maintenance. Donc il fallait trouver une solution. D'accord, alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai cherché. J'ai cherché ce qui pouvait exister au-delà du MRP. Parce qu'en fait, on voyait qu'on était arrivé un petit peu au bout du système MRP. Et donc, en me renseignant avec des vidéos très bien faites, assez courtes, qui expliquaient très bien les concepts du DDMRP, ça a tout de suite accroché notre attention et on a cherché à aller un petit peu plus loin, à savoir derrière ce que ça pouvait impliquer en termes de concept et en termes de changement de paradigme sur la supply chain. Voilà, très bon livre, je vous recommande sa lecture. Ça permet effectivement de comprendre comment on va changer de mode de pilotage. Et puis, je me suis rapprochée assez rapidement de Bitwise, de Laurent, de Frédéric, pour échanger. Petit benchmark très instructif et très convaincant avec Biomérieux, qui a des problématiques assez similaires. Très similaire. Un Biomérieux, c'est le leader mondial du diagnostic in vitro. Et ils ont mis en place des DMRP pour la gestion des pièces de rechange et de leur matériel pour faire les tests de toutes vos analyses. Et ils ont fait déployer ça mondialement avec des résultats juste exceptionnels. Oui, et la similarité justement avec une activité de rechange est importante pour nous parce que culturellement on dit toujours que chez nous c'est pas pareil. Et en fait on se rend compte qu'il y a des sociétés qui ont les mêmes problématiques que nous et qui ont réussi à obtenir des résultats intéressants avec la mise en place du DDMRP. Donc ça a aussi participé à la conviction de l'ensemble du management. Donc tu as fait toutes tes recherches, tu as posé des questions à plein de gens, tu as vu plein de vidéos. Oui. Et après c'est pas ça. Et après, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et je suis allée en codir matériel pour essayer de convaincre et d'emmener la direction du matériel vers un pilote. Parce que la meilleure manière de démontrer que quelque chose marche, c'est de mettre en place un pilote. Et donc, au mois de juin 2021, après accord et validation de notre comité de direction, on a choisi le technicentre industriel de Romilly-sur-Seine, dont l'activité principale est unique d'ailleurs est la réparation de pièces, de s'inscrire dans une démarche de pilote pour le DDMRP. Et quel a été le critère de choix principal de ce technicentre parmi 25 autres Alors parmi d'autres, effectivement, puisqu'il y a d'autres technicentres qui ont la même activité, c'est l'engagement et la volonté des équipes. Clairement, on a tout de suite senti qu'on avait des équipes qui étaient volontaires et qui avaient envie d'essayer. Et ça, effectivement, c'est une des conditions de réussite en général pour un pilote. Donc la première étape de l'essai, ça a été un essai, mais pas sur les trains. Vous avez fait comment? Alors on n'a pas joué au petit train, on a joué au Lego. Pendant tes heures de travail Pendant nos heures, et avec nos chefs en plus. Donc au mois de juin 2021, on a organisé une journée à Romilly pour embarquer et sensibiliser les équipes. Et cette journée, elle s'est articulée, alors bien sûr, sur quelques concepts théoriques, mais aussi sur un des BRICS, donc, qui est un jeu qui permet de comprendre les concepts du DDMRP et voilà, de faire adhérer l'ensemble des acteurs. Et ça a été une vraie réussite. Et on peut d'autant le dire que voilà, on a parfois dans nos managers des gens qui sont assez peu convaincus par ce type de jeu et qui finalement à la fin de la journée ont totalement adhéré à la démarche. Oui, et puis ils sont même devenus moteurs. Et qui sont devenus moteurs et qui ne se laissent plus de vouloir faire jouer au Lego.
les autres. Ça, c'est super. Alors, on a Léa qui est dans la salle et qui voulait justement témoigner de cette session. On va écouter Léa. Ah, ouais. Depuis le déploiement de DDMRP sur notre site, nous n'avons plus eu de rames de TGV immobilisées pour des articles qui sont compris dans DDMRP. Il faut dire que DDMRP apporte que des bienfaits. Je m'appelle Léa Merlier, je suis assistante de projet DDMRP actuellement sur le site SNCF de Romilly-sur-Seine. Nous sommes premier établissement pilote en France. Nous avons eu le plaisir de déployer 3 équipes de production actuellement, donc depuis 1 an. Et il faut dire que DDMRP apporte que des bienfaits. DDBricks permet de vous montrer avec des petits Lego, tout simplement, comment on peut améliorer sa performance logistique. Et c'est un jeu qui est ludique et à la fin de la journée, on est convaincu par la méthode. Pas grand-chose à dire sur la partie initiation, découverte du DDMRP. Alors, DDMRP a un impact profond dans l'organisation. Comment est-ce que vous avez géré ces impacts-là? Alors, effectivement, on revoit complètement à la fois nos process, notre organisation, notre système. Sur la partie process et métier, et notamment métier de planification, c'est la fin du PDP. Voilà, la réunion classique d'engagement du client et du fournisseur, c'est terminé. Attends, on respire. La fin du plan directeur de production. C'est quand même un message clé. Est-ce que tu peux nous expliquer quand même? En fait, maintenant, on n'est plus sur des réunions d'engagement classiques. On est vraiment sur des réunions très court format, hebdomadaires, avec des codes couleurs qui nous donnent nos priorités de production. Donc du coup, il n'y a plus de discussion. On sait quelles sont nos priorités et on sait directement et de manière très visuelle ce sur quoi le technicentre industriel doit s'engager, doit travailler pour la semaine à venir. Voilà. Donc c'est très fluide. Alors évidemment, au départ, ça prend un petit peu de temps, mais maintenant, on est arrivé à un niveau de maturité où en 1 heure, on arrive à balayer l'ensemble de notre organisation pour la semaine. D'accord. Alors, ça, c'est l'impact processus. L'impact organisationnel. Alors, pour l'organisation, ça change évidemment l'organisation de la planification, enfin du planificateur, de l'ordonnancement. Chez nous, du client qui passe ses commandes au technicentre industriel et derrière aussi tous les indicateurs de pilotage. Voilà, c'est vraiment une restructuration totale de l'organisation autour de la planification. Et puis le dernier point, c'est qu'on n'utilise plus le même outil. On sort de l'ERP, clairement, avec un outil qui est beaucoup plus simple, visuel, partagé, utilisé par tout le monde. Et on n'utilise plus que Bitwise aujourd'hui pour réaliser nos réunions hebdomadaires et même au quotidien pour l'ordonnancement sur le site. Alors, toutes ces transformations, vous avez été accompagné pour faire toutes ces transformations? Alors oui, on ne s'est pas lancé tout seul, hein, on n'était clairement pas équipés pour, malgré les formations qu'on a tous suivies, hein, parce qu'on a souhaité aussi que l'ensemble de l'équipe projet soit formée au DDMRP, mais clairement, on avait besoin d'un support du début jusqu'au déploiement, et donc on s'est fait accompagner de Sitwell qui nous accompagne toujours d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on voulait vraiment que ce soit un projet fort et qu'on y mette les moyens et qu'on réussisse surtout. Et donc on avait besoin de l'expertise d'experts dans la méthodologie. Dans la méthodologie, puis dans la conduite du changement. Et dans la conduite du changement, tout à fait. C'est quand même un changement majeur. Alors, première étape du DDMRP, c'est de choisir le périmètre du pilote et puis où est-ce qu'on met les buffers. Comment avez-vous fait ces choix?
Alors, très rapidement, effectivement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire du DDMRP sur l'ensemble des familles de Romilly comme ça d'un coup, d'un seul. Donc on a choisi 2 familles de produits qui nous posaient un certain nombre de problématiques et pour lesquelles on voulait voir vraiment l'apport du DDMRP. Donc on a choisi les archets. Alors vous voyez une petite photo, hein, c'est facile, c'est ce qui fait le lien entre le train et la caténaire. Et puis les disjoncteurs qui sont au-dessus. Pour des raisons différentes, mais voilà, le but c'était de se dire on choisit le périmètre et ensuite on va travailler sur le positionnement des buffers et leur paramétrage. Donc on a fait simple dans un premier temps, on n'a pas voulu se donner trop de complexité. On a positionné les buffers sur les produits finis et sur les composants. Donc assez classique et simple pour commencer. Ok, très très bien. Donc ça c'est la première étape. Ensuite la deuxième étape de DDMRP, c'est de dimensionner ces buffers afin de les rendre flexibles, adaptés à la demande réelle des clients. Et donc là, vous avez continué vos workshops avec Sitwell. Tout à fait. Donc autour d'ateliers, on a pu effectuer notre segmentation et du coup définir nos familles de buffers, attribuer les paramètres adaptés à chaque famille de buffers, faire des simulations qui nous ont permis ensuite d'ajuster les différents paramétrages et de pouvoir avoir un modèle dans lequel on avait confiance avant de démarrer notre pilote. Donc ça, c'est le modèle opérationnel, hein, on appelle ça le Demand Driven Operating Model. Et donc, une fois que le Demand Driven Operating Model est posé, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton. C'est parti. Donc la structure du projet s'est déroulée sur plusieurs mois. Oui, tout à fait. Alors pour revenir au tout début, donc vraiment la genèse du projet, c'est juin 2021. On a consacré une partie de l'été et de la fin de l'année à la préparation de nos données. C'est important aussi d'avoir des données qui soient les plus fiables et consolidées possibles. Donc là, on a beaucoup de chance parce qu'on a pu faire ce travail assez rapidement. Et puis, une fois qu'on avait défini notre modèle, on a déployé les 2 premières familles début 2022. On s'est laissé quelques mois d'observation. Et puis en fin juin, début juillet 2022, on a décidé d'étendre le périmètre du pilote à l'ensemble du technicentre industriel. Donc à toutes les familles de produits pour avoir une usine qui fonctionne en full DDMRP. Très bien, on a la structure du projet, on a le timing. Donc avant de voir les résultats obtenus, on va regarder la partie qualitative parce que c'est quand même important. C'est une transformation des modes de fonctionnement, on l'a vu. Et donc on va demander au directeur industriel quel a été l'impact pour lui, pour ses équipes. Parce qu'ils ont trouvé eux-mêmes dans l'utilisation de ce nouvel outil des DMRP là, beaucoup de bénéfices, ce qui change leur vie. J'ai jamais vu ça. Je vais faire un mauvais jeu de mots, mais on a toujours un train de retard sur cette replanification. Donc aujourd'hui, c'est les collaborateurs eux-mêmes qui nous poussent à aller plus vite dans le déploiement de la démarche parce qu'ils ont trouvé, eux, tout un intérêt. Notre ancien système de planification MRP, un petit peu à bout de souffle, l'impression d'avoir toujours un train de retard sans faire de mauvais jeu de mots parce que effectivement, on peut prévoir 2 mois à l'avance ce qui va être consommé. Aujourd'hui, c'est plus la réalité des choses, donc on n'y arrive plus. Donc ils nous demandent d'aller plus vite parce qu'ils ont trouvé eux-mêmes dans l'utilisation de ce nouvel outil des DMRP là, beaucoup de bénéfices, ce qui change leur vie. J'ai jamais vu ça. Et habituellement, à chaque fois qu'on veut installer un nouveau système, un nouveau processus, il faut accompagner le changement parce que les gens sont globalement toujours un peu réfractaires à ces changements. Là, au contraire, c'est eux qui se sont tout de suite appropriés ce nouvel outil et ils nous demandent d'aller encore plus vite si possible.
Je ne sais pas quoi rajouter, à part que voilà, l'engagement des équipes fait aussi tout le projet. Effectivement, à Romilly, on a vraiment des équipes qui sont très, très, très motrices et qui avaient envie d'aller plus vite et surtout qui aujourd'hui ne veulent plus revenir en arrière. Ouais. Voilà. Donc au niveau des résultats maintenant, comment ça se passe sur la famille des archers? Sur les résultats, la première chose, hein, je fais le lien avec ce qu'on disait en introduction sur les urgences, les immobilisations de train. Voilà. Ce que vous voyez juste ici, c'est le nombre de dossiers urgents, c'est-à-dire le nombre de demandes urgentes pour des pièces qui sont nécessaires à la maintenance. Vous voyez, hein, le nombre de jours, le nombre de dossiers diminue de manière assez claire. Et puis, notre réactivité à traiter ces demandes urgentes, vous voyez aussi hein, que ça plonge. Donc, on a clairement un bénéfice immédiat qu'on a pu constater, c'est notre réactivité. On arrive à réagir très vite et à réordonnancer quand c'est nécessaire une production pour traiter l'urgence le plus vite possible. Et donc cette réactivité augmentée se traduit par cet indicateur du nombre de dossiers urgents en fait. C'est ça, le nombre de dossiers urgents et le nombre d'immobilisations pour attente de pièces qui malgré un début de déploiement en saison haute, hein, parce que la demande des archers est très très haute en hiver, on y reviendra tout à l'heure, on a réussi à contenir le nombre d'urgences et le nombre d'immobilisations de trains pour attente d'archers. Et sur ce graphe-là, c'est une comparaison sur les 4 dernières années. Et donc vous voyez que 2022 il se positionne plutôt très bien, avec derrière un impact sur les stocks, Servane. Alors on voit effectivement clairement, hein, que ce soit en quantité ou en euros, qu'en termes de stock, on est sur un stock relativement bas par rapport aux années précédentes. Alors après, on y mettrait un petit bémol, c'est qu'effectivement, on a aussi à un moment nécessité de constituer du stock pour anticiper les saisons froides. Mais voilà, clairement, on est sur une tendance qui est plutôt la bonne en termes de stock aussi. Ouais, donc c'est en moyenne, sur les meilleures années, c'était 1 million d'euros de stock, et là, c'est 600 000 euros. C'est ça. Et le sujet, il est de se dire que les années précédentes, on avait constitué du stock, mais finalement, on ne l'avait pas utilisé, clairement. Voilà. Là, le but, c'est d'avoir sur la courbe jaune le stock nécessaire pour répondre à la demande qui tombe au quotidien. Donc le retour d'expérience en 2 mots sur la partie archer. Ça marche bien, à quelques bémols près, parce que c'est pas une baguette magique, le DDMRP. Mais on y reviendra peut-être sur les disjoncteurs. Ça fonctionne. On a des équipes qui ont pris la méthode en main et qui se sentent à l'aise avec ça. Et aujourd'hui, ça fonctionne sur cette famille. Donc sur la famille des disjoncteurs, l'histoire est un peu plus complexe en fait à raconter. Alors l'histoire est plus complexe parce que le produit est plus complexe et la maintenance de ce produit, la réparation de ce produit est plus complexe. On est sur des technologies qui sont très diverses. On peut avoir des très anciennes technologies comme des technologies très récentes. Donc énormément de composants différents nécessaires. Beaucoup de maintenance corrective, très peu de maintenance préventive. Et du coup, ça nécessite aussi des compétences métiers qui sont totalement différentes selon si on répare un disjoncteur qui a 40 ans ou si on répare un disjoncteur qui sort de chez le constructeur. Donc du coup, des résultats un petit peu plus nuancés. Qu'est-ce qui s'est passé le mode de fonctionnement avant, ils n'arrivaient pas à fabriquer En fait, ça a fait émerger 2 sujets. Avant, on mettait aussi beaucoup l'accent sur on ne peut pas produire parce qu'on n'a pas les composants. Certes, ça arrive, mais pas que. Il n'y a pas que ce sujet-là. Ça a mis en exergue les sujets de capacité et les sujets de polycompétence. Donc, clairement,
c'est aussi l'avantage de DDMRP, c'est que ça met en lumière les vraies problématiques. Et on arrête de se cacher derrière j'ai plus les pièces ou d'autres excuses qui peuvent intervenir assez régulièrement. Maintenant, on sait où est le problème. On a un problème de CAPA, voilà, on produit à hauteur de la CAPA qu'on est capable d'engager. Si on voit qu'on est en souffrance, voilà, on met les actions nécessaires en place derrière pour aller plus vite. Très bien. Donc, sur la partie disjoncteur, on revoit les mêmes indicateurs sur la gestion des dossiers urgents. On voit clairement que c'est moins bon. Voilà, faut se le dire. On a un nombre de dossiers qui reste assez important. Donc, on a encore beaucoup d'urgences. Oui. Mais qui reste dans la moyenne des années précédentes. Qui restent dans la moyenne des années précédentes et qui, malgré tout, sont traités relativement vite. Oui. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une baguette magique. Quand on n'a pas les composants parce qu'on a un fournisseur défaillant ou qu'on a des sujets d'approvisionnement qui sont liés à des problématiques de matières premières, on ne peut pas les résoudre ni avec des DMRP ni avec autre chose. En revanche, avec des DMRP, les priorités tout à fait. Suite à une crise, c'est ça. Comment vous les gérez maintenant? Alors en fait, c'est vraiment la force de cette pratique, hein, c'est de se dire, on sait sur quoi on doit concentrer notre énergie en priorité pour éviter de se retrouver dans une situation de crise. Donc voilà, c'est tout de suite le rouge foncé. On sait que c'est notre priorité et que ça doit être ce qui doit sortir le plus vite possible. Alors, quand même, l'intérêt, malgré toutes les aventures de ce super pilote, on va demander quand même l'avis au client. Le client du Technicentre de Romilly, c'est le centre. ELAM. Ouais. C'est donc le centre de logistique qui est notre centre des opérations qui est situé à Dijon. Donc ça, c'est quand même important. Voyons ce que dit ELAM. Mais effectivement, je le recommande pour la facilité, pour la fluidité, mais aussi pour la communication plus saine entre nous et les technicentres industriels. Bonjour, donc je suis Ella Misli Nourani, donc je suis basée à Dijon, au centre de logistique industrielle. Je suis la cliente du Technicentre de Romilly et aujourd'hui j'utilise Bitwise tous les jours pour passer mes commandes via DDMRP. Avant DDMRP, on prenait des engagements et on découvrait les problèmes au milieu, même voire en fin de mois. Alors que maintenant, avec le DDMRP, on découvre les problèmes de manière immédiate. Et justement, ça permet à tout le monde de travailler sur les sujets bloquants. Voilà, parce qu'aujourd'hui, clairement, Bitwise, ce qui est super révolutionnaire, c'est qu'on a ces couleurs qui sont très claires et vives. Voilà. On a le rouge foncé, le rouge, et l'information est claire aussi bien pour nous, clients, que pour fournisseurs. Et du coup, c'est un travail collaboratif qu'on a finalement maintenant. C'est un travail constructif. La réadaptation finalement se fait au jour le jour. Nous, on fait un point hebdomadaire et effectivement, lorsque l'alerte est passée au rouge foncé ou au rouge, la priorité est là, elle est définie, elle est visuelle pour tout le monde. Il n'y a plus de discussion. Enfin voilà, pour moi, effectivement, c'est une amélioration de la communication. Je n'ai plus à me justifier en fait. Voilà, DDMRP dit on a besoin. Mais effectivement, je le recommande pour la facilité, pour la fluidité, mais aussi pour la communication plus saine entre nous et les technicentres industriels. C'est l'avis du client. Hein. C'est la voix du client. La voix du client. Un commentaire là-dessus quand même? Je pense qu'elle a tout résumé, elle n'a plus à se justifier. Voilà, clairement. C'est beaucoup plus serein au quotidien. Donc Servan, tu voulais, maintenant qu'on a vu les problématiques, le pilote, les résultats, l'impact côté client, tu voulais zoomer sur une situation que vous n'avez jamais réussi à résoudre, oui. C'est sur la saisonnalité des archets. Tout à fait. Donc c'est ce que j'introduisais tout à l'heure, la notion de saisonnalité sur la famille de produits archets. Chez nous, elle est un petit peu particulière. Hein. On sait que quand on fait des prévisions, on peut travailler sur la saisonnalité, on peut adapter nos modèles. Sur les archets, c'est un petit peu différent. C'est saisonnier, mais c'est extrêmement lié à la météo. C'est-à-dire que c'est difficilement prévisible.
puisqu'on sait qu'on n'est pas capable d'avoir des prévisions météo à très long terme. En fait, quand il fait froid, quand il gèle, quand il y a de l'humidité, c'est là qu'on casse des archets. Donc c'est là qu'en fait on va déposer les archets et qu'on va avoir une demande très très forte. Et ça, on n'est pas capable de l'anticiper aujourd'hui avec des outils classiques. Et donc on a voulu Alors avant, on le réglait avec une anticipation et une sécurisation énorme de nos stocks, avec un gros stock de sécurité pour être bien confort. Donc là, on a voulu le traiter autrement. Et on s'est dit que dans le modèle des DMRP, on pouvait effectivement jouer avec d'autres paramètres qui nous permettaient d'intégrer ce risque sur la demande. Donc en fait, on a travaillé sur la projection de nos buffers pour se donner une charge théorique, une charge maximale, et mesurer le delta de capacité entre notre production classique et ce qu'il faudrait pour pouvoir répondre à une demande haute. Et en fait, on a introduit la notion de zone d'anticipation. C'est la petite zone noire que vous voyez sous le buffer qui va permettre d'augmenter, de lisser cette charge sur une durée déterminée et surtout de propager ensuite cette augmentation de production à l'ensemble des composants. Donc voilà, on a joué avec cette possibilité du DDMRP et cette zone d'anticipation pour traiter le sujet de la saisonnalité qui était très mal embarqué jusqu'à présent et éviter de se retrouver avec des stocks de sécurité totalement délirants sur ces produits. Donc là, le bilan sur ce point d'échauffement particulier? Alors, on est en plein dedans, puisque effectivement, la saison hivernale approchant, on est en plein dans notre zone d'anticipation. Les difficultés qu'on rencontre, elles ne sont pas du tout liées au DDMRP, elles sont purement capacitaires, c'est-à-dire derrière, c'est mettre en œuvre la capacité nécessaire pour produire à hauteur de ce que DDMRP nous demande. Mais du coup, on sait identifier exactement ce qui nous manque. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on devrait être à peu près à 350 archets par semaine. On a du mal à y arriver, on est un petit peu en dessous et donc du coup, on sait qu'il faut qu'on se réadapte en permanence pour pouvoir lisser notre charge et répondre à la demande qui va intervenir dans les semaines à venir quand il va commencer à faire froid. Ok, très très bien. Alors, pour le mot de la fin, avant que tu conclues complètement cette conférence, on a demandé au directeur des opérations, que c'est de la supply chain, donc le patron de toute cette organisation, pour voir ce qu'il en pensait. Et ce pilote a permis justement d'obtenir une très forte adhésion des acteurs de terrain. Je suis François Fournier, directeur des opérations de la supply chain de SNCF Voyageurs. J'interviens ce jour pour témoigner du déploiement de notre pilote DDMRP auprès d'une de nos usines qui répare les pièces, à savoir Romy. Donc le cadre de ce projet, c'est l'activité industrielle de réparation des pièces dans le cadre de la maintenance des trains en circulation. Donc c'est très important parce que nous, la demande est très variable, elle change en continu. Donc l'objet de cette démarche est de bien assurer la corrélation et l'adéquation entre cette demande extrêmement variable et la nécessité pour nous d'avoir une activité industrielle la plus prévisible possible pour engranger et mettre en œuvre les gains de productivité qui nous permettent d'obtenir les meilleurs prix à offrir à nos clients. Donc nous avons choisi cette approche par le pilote parce que, en tant qu'industriel, avant de modifier en profondeur nos process de fabrication, nous voulions être sûrs de la plus-value qu'apportait cette démarche des DDMRP. Et ce pilote a permis justement d'obtenir une très forte adhésion des acteurs de terrain qui ont fait preuve d'un vrai enthousiasme parce qu'en fait, ça légitimait leur travail. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'ils lancent un ordre de fabrication, ils ont la claire conviction que ça répond à une demande actualisée du client et non à une demande datée dont la pertinence n'est pas forcément encore d'actualité. Les premiers indicateurs sont très favorables. On voit qu'on nous dote d'outils de pilotage des différents buffers qui sont très efficients, qui ont un lien très fort avec notre planification du besoin. En conclusion, le message à passer, c'est que le DDMRP est un outil
un outil qui va aider, qui va contribuer grandement à assurer une meilleure flexibilité de l'outil de production. Donc en fait, le DDMRP donne de la souplesse au travers des buffers. Hein. Ce sont des vrais amortisseurs de la gestion de la demande. Très bien, très bien. Un mot à rajouter C'est le chef qui parle. Il a raison. Bien, donc ce pilote a donné des résultats positifs. Et puis, donc, quelles sont les prochaines étapes maintenant que la SNCF va mettre en place? Effectivement, il a donné des résultats suffisamment positifs pour qu'on veuille poursuivre. Et ce qui a été, comme je vous le disais tout à l'heure, décidé, c'est de poursuivre ce déploiement sur le technicentre industriel de Romilly et d'étendre le DDMRP à l'ensemble des familles de produits du technicentre. On est dedans. On bascule petit à petit, famille par famille, toutes les équipes de production. Et puis on travaille aussi en parallèle à quelque chose qui pour l'instant nous manque encore un peu, et on va le mettre en place là maintenant. C'est le DDS Anopi, c'est-à-dire vraiment l'amélioration continue du modèle, et puis derrière la projection et l'adéquation charge CAPA sur l'ensemble du technicentre industriel. Et puis on se laisse, alors la fin du déploiement sur Romilly est prévue en mars 2023, donc on va le laisser fonctionner un petit peu, et puis on va faire une conviction et se donner une feuille de route pour la suite, puisqu'on a effectivement d'autres technicentres industriels aujourd'hui qui sont intéressés pour déployer la démarche. Merci beaucoup Servane, c'était très clair. Donc maintenant c'est le moment des questions et réponses. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, bonjour. Eric Pasquier, je suis directeur supply chain. C'est vrai. Je voulais revenir sur le fait que vous avez mis en lumière les vraies problématiques grâce en fait à la méthodologie des MDD-MRP. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision là-dessus? Parce que je sais qu'on a, vous disiez qu'en fait, on sait sur quoi on va travailler parce qu'on a des priorités. Mais est-ce que c'est si visuel que ça de voir en fait ces problématiques, de savoir là où on va essayer d'améliorer le système ou d'agir? Alors effectivement, on a une manière très visuelle de définir nos priorités. Et on sait sur quoi on s'engage, et donc du coup on voit tout de suite ce qui n'est pas possible. C'est-à-dire on n'a pas les composants, on sait qu'on ne peut pas s'engager sur cette production. On n'a pas la capacité, ou on dépasse la capacité remontée par les équipes de production. On sait que le sujet il est capacitaire. Donc en fait on sait pourquoi on ne produit pas, et par contre on sait ce qu'on doit produire absolument, et donc du coup ce qu'il faut derrière travailler pour pouvoir assurer la réponse à la demande. Les buffers sont dimensionnés par rapport à la demande des clients, et ensuite les messages d'alerte sont directement liés à la consommation réelle et pas par rapport des signaux qui sont faux avec des prévisions. Et donc ça donne les vraies priorités qui sont ensuite, comme les buffers permettent d'avoir les pièces, sauf exception quand les fournisseurs ne livrent pas, derrière, en prod, on n'a plus qu'à fabriquer. Et donc, après, c'est problème de polycompétence, polyvalence et de disponibilité du personnel. OK? Merci. Je reviens dans la boucle. C'est peut-être aussi parce que la particularité, c'est qu'on parle de pièces que vous réparez vous-même. On n'est pas uniquement dans une logique d'appel à des fournisseurs et d'appel de pièces à des fournisseurs. Vous, derrière, c'est toute l'organisation industrielle pour... Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a notre propre outil de production, donc on est client et fournisseur en fait, voilà, on est un peu bicéphale, mais clairement l'enjeu chez nous et dans nos usines, c'est surtout d'éviter la désorganisation et de pouvoir dimensionner correctement l'activité de nos technicentres industriels. Donc c'est vraiment tout l'enjeu d'avoir mis cette méthode en place.
Merci. Peut-être une autre question. Je reviens dans la boucle. Hein. Très bien. Donc, en attendant la prochaine question, vous avez un QR code là, à l'écran et qui est aussi sur vos flyers, qui vous permet d'avoir 50% de réduction sur le prochain événement de découverte de DDMRP avec DDBricks. Voilà, vous pouvez passer à notre stand B25 pour en parler un peu plus. Il reste du temps pour une dernière question. Mais sinon, moi, je vais la poser. C'est vrai qu'au finish, l'outil B2Wise, il est utilisé par quelle population? Et est-ce que ça va d'ailleurs jusqu'aux fournisseurs? Parce que votre cliente fait cette mention, votre cliente du centre logistique industriel de Dijon. Alors, il est utilisé par effectivement le centre opérationnel donc, de logistique. Il est utilisé par le technicentre industriel de Romy, donc par le planificateur, par l'ordonnanceur et par les équipes de production. C'est-à-dire que nos dirigeants de proximité sur le terrain, dans l'usine, ont aussi un accès à Bitwise pour piloter leur activité. Donc ça, c'est le périmètre de nos fournisseurs internes. En revanche, on n'est pas allé encore jusqu'à nos fournisseurs, ce qu'on appelle fournisseurs externes, là où on achète des pièces. Ça sera peut-être dans un deuxième temps, mais effectivement, on peut aller jusqu'à la chaîne complète. Donc ça, c'est dans les roadmaps. Alors, dans les phases pilotes, on ne va pas jusque-là. Chez nos clients matures, on voit la mise en place d'une supply chain de bout en bout, avec la connexion vers les clients des clients. Le VMI, en fait, les buffers remplacent le VMI. Et côté fournisseur, pareil, les fournisseurs peuvent se connecter à la plateforme B2Wise pour avoir les messages de priorité de leurs clients. Et dans ce cas-là, on a une visibilité complète de bout en bout de toute la supply chain. Et on reboucle avec la thématique générale de Supply Chain Event cette année qui était vers une supply chain étendue quelque part. La boucle est bouclée et le temps est écoulé. Je vous remercie en tout cas pour cette intervention très intéressante qui soulignait à la fois les spécificités de la SNCF, mais comme vous le disiez, on se rend compte que bien qu'on ait des spécificités, on a aussi des familiarités avec des problématiques d'autres acteurs, donc d'où le sens de ces conférences. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.